Vendredi 11 avril. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour le Grand Prix Bahreïn 2025, c'est-à-dire qu'au cours des prochaines minutes, nous allons vous fournir le plus d'informations possible pour que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course. Et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps d'accueillir notre collaborateur du vendredi. Il est le descripteur et analyste des courses de F1 pour la chaîne GTCQ.tv. Il est aussi un pilote de division élite pour nos amis de la team FSR. François Goulet, comment ça va? Ça va très bien, Marty. Est-ce qu'il faut que je dise salam alaikum cette fin de semaine-ci? Ah, t'étais prête avec ton arabe. Ben, tu sais, je sais que Kevin l'a fait aussi l'autre fois. C'est comme moi puis lui, on est bien polyglottes, hein, donc on aime bien parler d'autres langues, moi puis Kevin. Donc, on va peut-être se faire des petits échanges comme ça au courant de l'année, là, en essayant de parler la langue du pays. Bon, on va voir. Ça lui laisse une couple de jours pour préparer son arabe. Peut-être dire autre chose que qu'est-ce que tu as dit, faire différent. Ben, il va peut-être me répondre en disant alaikum salam, mais il me semble que c'est ça, mais je ne parle pas arabe. Non, mais quand même, c'est des intentions qui comptent pour. Puis en plus, vous allez être à jour pour la semaine prochaine aussi, qui est en Arabie Saoudite. Ah ben, très certainement. Donc, c'est une bonne façon de rentabiliser vos cours d'arabe. Euh, François, tu sais que les épisodes du F1 Podcast sont une présentation de Des cœurs incorporés. exactement des cœurs incorporés qui sont des spécialistes au Québec, spécifiquement de Laval à Tremblant, dans la conception et la vente de matériel pour les escaliers. Donc, ils vous offrent un service humain et fait sur mesure pour vos demandes. Donc, tout ce qui a rapport à ça, là, vous voulez construire un escalier, d'en rénover une, d'en mettre une sécuritaire, ça c'est important aussi. Des fois, non seulement on veut être à la fine pointe de la sécurité, on veut tout faire ça de la bonne façon, mais on veut aussi que nos assurances nous assurent. Donc, à ce moment-là, vous pouvez communiquer avec les spécialistes de Descœurs Incorporés pour tout ce qui peut aller aux attraits de sécurité envers les escaliers. Merci Donc, pour ça. Puis je veux juste ouais. dire que c'était pas scripté. Hein, pour ceux qui pensent qu'on est kitsch un peu, là, c'était pas scripté. Ben non. Et heureusement que tu savais le nom par cœur. Ben, tu sais, on est Ouais! rendu à quelques épisodes. Ça aurait mal tombé, là. Tu sais, ça aurait Non, pas non, fallu. je sais très bien l'apport et le soutien que Descartes nous donne et en même temps de faire les épisodes. J'écoute aussi les épisodes, donc j'ai retenu le nom et j'espère que les auditeurs l'ont retenu également. On les entend. Ben oui, c'est ça. À ce moment-là. Puis, ils peuvent pas venir dans ton secteur parce que toi, tu es dans le coin de Québec. Ben ouais, c'est ça, c'est Mais, un peu, c'est un peu. Mais t'en as parlé l'autre fois qu'il allait s'extirper à l'international. Il allait probablement commencer par la côte de Beaupré où je me trouve, là, dans ouais, la région exactement. de Québec. Je vais en parler à Jonathan Descœurs. Ça va lui faire plaisir, là, si jamais il y a une expansion qui se fait d'aller vers ton coin, je suis certain. C'est bon. C'est ça, oui. Descœurs nous aide, bien sûr. Fait que ça fait un bout de temps qu'ils sont là. Si t'as pas scripté, j'ai décidé de te lancer la balle. Je suis content que ça a bien répondu. Sinon, on aurait mis ça dans les bloopers de fin de saison, tout simplement. Probablement, il aurait Ouais. fallu que tu arrêtes l'enregistrement, mais j'ai fait de l'improvisation longtemps, puis c'est pas le genre de balle courbe qui me désarçonne. Non, ça prend une balle papillon, toi, pour te Ouais. surprendre. Bon, fait qu'on a touché l'arabe, on a touché les escaliers, puis on a parlé de balles courbes puis de balles papillons. Donc, on peut commencer à parler de Formule 1. Je pense que là, c'est Ah le oui, temps. c'est vrai, c'est ça le sujet du jour. Le sujet du jour demeure la F1. On s'en va du côté de Bahreïn pour le week-end, mais on va débuter avec l'actualité dans le monde de la Formule 1, comme c'est, on déroge pas de nos bonnes habitudes. Et puis, lorsque je regarde l'actualité, ce qui revient le plus souvent depuis le début de la saison, ou qui n'a jamais quitté l'actualité, c'est le deuxième pilote Red Bull, mais on parlera pas de ça aujourd'hui. On va laisser une Cool. pause à ce sujet-là. Moi, ça me fait plaisir, puis d'après ta réaction, ça va te faire plaisir aussi. On va parler des Oui, ben, V10. un peu de stabilité, hein. Parlons Ouais, des V10, ça me fait encore plus plaisir. c'est ça. Les V10, ça revient souvent. Il y avait une réunion parmi les directeurs là, pour qu'on adresse ça pour les gens qui sont pas au courant du dossier. On en a parlé dans l'épisode Entre deux courses il y a quelques semaines. On en a parlé la semaine dernière aussi, comme quoi qu'il y a des discussions qui sont bel et bien entamées pour complètement remplacer la motorisation de 2026 ou la garder pour quelques années seulement pour finalement retourner au V10. On veut faire du bruit, du spectacle. Aussi maintenant, avec les carburants synthétiques, on n'a plus le niveau de pollution qu'on avait avant, donc on peut décider. Il y en a qui voient ça comme un pas à l'arrière de retourner avec les V10, sauf que si on n'a pas une plus grande empreinte carbone, on est capable d'avoir du bruit,
Je vais revenir avec ma phrase, comme j'avais dit, il y a peut-être juste les gens de Saint-Lambert qui vont s'opposer à retourner au V10. On était pas mal tous unanimes, nous autres, que ça faisait notre affaire. Sauf que en écoutant la réunion des directeurs, les conversations qui sont sorties de ça, les commentaires des personnes qui étaient sur place pour la réunion, j'ai eu l'impression d'écouter une reprise de notre épisode justement entre deux courses parce que tout le monde était unanime pour dire que c'est le fun de rapporter les V10, qu'on veut réentendre ces moteurs-là qui nous donnent des frissons juste à y penser. Euh, Sauf que ils ont toutes les mêmes questions de dire oui, mais on ne peut pas mettre aux poubelles une nouvelle technologie qu'on a investie, qu'on a développée, sans même l'utiliser. Donc, ça, c'était le point qu'on apportait. C'était le premier point qui m'était venu en tête lorsque la nouvelle avait sorti, de dire Audi qui travaille sur sa motorisation depuis déjà un certain temps. Les autres écuries aussi. Mercedes n'est pas plus content. Du côté de Honda, ben, on dit, ah, ben, nous, on est en F1 à cause du niveau électrique, volet électrique. Donc, tout ça, il y a bien des gens pas contents, beaucoup de questions à répondre, tout ça. Et ça allait tout dans ce sens-là. Donc, les directeurs d'écurie ont les mêmes craintes qu'on avait envers cette technologie-là. Ce qui est sorti lorsqu'on regarde les grandes lignes, c'est les ajustements. On comprend que 2026, ça n'a pas de bon sens. On est conscient aussi que 2031, c'est peut-être un peu loin, sauf que c'est quand même ce qu'on a promis. Donc, on travaille dans le compromis de dire 2029. Qu'est-ce que ça aurait l'air si on décidait d'étirer la nouvelle technologie, la nouvelle motorisation de 2026 à 2029 et ensuite de faire le saut en V10. S'il n'y a rien qui a été accepté. Donc, ça, c'est la nouvelle année là, qui sort. Là. Donc, c'est plus réaliste peut-être. Sauf qu'il y a encore des questions qui se posent. Les questions qui se posent, c'est que General Motors a un moteur à faire. On se rappelle, on rentre en Formule 1 en 2026, mais on va utiliser la motorisation Ferrari. Donc, on avait dit dans notre plan que ce serait en 2028 qu'on présenterait une première motorisation General Motors, Cadillac, peu importe comment on va l'appeler, qu'on aurait un moteur dans nos voitures. On deviendrait une écurie d'usine à compter de 2028. Là, tu comprends où ce que je veux en venir avec ma question, François. C'est que si Oui. on change le moteur en 2029, je pense pas que GM va faire un moteur pour une saison. Non, Donc, ils vont rester clients chez Ferrari une saison de plus. ouais, Reste à exactement. savoir s'ils ont déjà commencé, d'après moi, oui, à travailler sur leur... Tu sais, ça se travaille tellement d'avance, d'après moi, ils ont déjà commencé à travailler sur leur moteur de 2028. À quel point en sont-ils rendus? On ne le sait pas. Exactement. Donc, ça, c'est les commentaires que j'ai hâte d'attendre. Ils n'étaient pas à la table des négociations, bien sûr, puisqu'ils ne sont pas encore une écurie d'F1, mais ils ont quand même une voie de s'exprimer. Là. C'est que j'ai hâte de voir ce qu'on va dire à ce côté-là, de dire que tant qu'à commencer une nouvelle motorisation, ben, en tout cas, pour moi, c'est l'expression anglaise, c'est un no-brainer. Il n'y Mhm. a, il y a pas de question qui se pose de dire qu'ils ne font pas un moteur pour un an. C'est sûr qu'ils vont prolonger l'entente avec Ferrari, dire ah, finalement, on avait dit que c'était jusqu'à 2028, mais ça sera jusqu'à 2029. Fait que ça, c'est pour moi, je trouve que ça avance. C'est plus plausible de regarder ça. Il y en a peut-être encore qui vont trouver que la fenêtre pour développer le moteur, pour le rentabiliser aussi de 2026, si on regarde ça, c'est une saison, deux saisons, c'est trois saisons avec une nouvelle motorisation. C'est quand même pas beaucoup. C'est quand même C'est pas beaucoup. limite. Puis C'est moi, le limite. côté qui m'inquiète de ça, François, je t'en avais parlé, je l'ai mentionné aux auditeurs, c'est la compétition. C'est de dire, il y a tout le monde arrive des nouveaux moteurs, il y a des nouveaux joueurs, il y a des joueurs qui reviennent comme Honda. Il arrive là, le moteur n'est pas compétitif la saison prochaine. Peut-être que tu piges un peu dans ta poche, tu investis pour essayer d'améliorer ces performances-là, d'améliorer la fiabilité. Mais jusqu'à où tu vas quand tu sais que le moteur va être là seulement 3 ans? Dans le fond, tu y vas pour pas perdre la face, pour pas avoir l'air de Toyota en F1 ou des moments où ce Honda était pas sur son meilleur jour. Tu corriges peut-être les problèmes pour justement pas perdre la face, mais est-ce que tu veux vraiment investir pour rattraper les écuries qui auraient eu des meilleurs départs? Lorsqu'on regarde là, 2014, on avait passé à l'électrification au volet hybride, puis ça a pris jusqu'à 2021 avant qu'une voiture qui n'était pas motorisée par un moteur Mercedes, qui n'était pas de l'écurie Mercedes, réussisse à les battre dans l'ère hybride. Je te dis pas qu'on va avoir la même situation, sauf que si on se dit que ça a pris quoi, 7, 8 saisons environ pour être capable de déloger Mercedes qui avait pris un meilleur départ sur cette nouvelle motorisation-là. 3 saisons d'une nouvelle réglementation, c'est pas beaucoup pour avoir une certaine parité au niveau des moteurs. Là.
Non, mais c'est certain. Puis ce qu'il y avait, quand on écoutait les commentaires des directeurs d'écurie, j'avais vu Jonathan Whitley parler. euh, c'est, c'est d'être aussi, comment dire, d'être à jour avec les technologies actuelles, Mhm. ce qui est pertinent au niveau de l'automobile d'une compagnie qui vient en F1 et de ne pas aussi tuer le sport. Parce que comment dire, si la parité n'est plus de la partie, ben, on va peut-être tuer le sport, justement, qui est en effervescence. La F1 est le fun, elle est égale, elle est paritaire. Là, on s'en va dans une zone très nébuleuse, très trouble, à savoir, on va peut-être avoir des saisons de dominance de on ne sait trop qui. Puis ça se peut que ça fasse régresser beaucoup l'essor de la F1 dans les années qui s'en viennent. Moi, la nouvelle réglementation moteur me fait énormément peur. Pour l'aspect fiabilité, tu as connu, toi, les saisons où les moteurs explosaient en pleine Oui, course. ça c'était. Ça créait quand même un spectacle. Je suis d'accord. Tu sais, Ouais. que même quand il restait deux, trois tours, tu savais même pas si le moteur allait résister tous les trois derniers tours. Tu sais, tout ça, ça créait un autre élément au spectacle. Ça, on le Il y voit avait un de peu moins. l'incertitude pas mal. Durant les Grands Prix, on ne savait jamais Exactement. si quelqu'un allait. Mais tu sais, ça, c'était dans les années 2000 que ça s'est terminé. Maintenant, les voitures sont tellement fiables que lorsque quelqu'un abandonne pour un bris moteur, on est là. Ah ouais, tiens donc. Tu sais, on est très étonné de ça. Mais en même temps, François, sont fiables parce on gèle un peu l'évolution moteur. Tu sais, depuis quelques saisons en F1, Ouais. on a le droit de travailler sur la fiabilité, mais on n'a plus le droit de travailler sur les performances. Donc, c'est sûr que ce côté-là, le fait de grossir l'échantillon, de grossir les données, de développer vraiment une motorisation, mais aussi de la comprendre, de la connaître, de l'apporter sur plusieurs générations, dans le sens que tu sais, les moteurs de 2014 n'étaient pas les moteurs de 2019, c'était la même base, sauf qu'ils ont évolué, on a appris à connaître, on a appris à développer. Mais lorsqu'on rétrécit cette fenêtre-là, puis on décide de le faire sur quelques saisons, moi, je me rappelle pas avoir vu ça. Je me rappelle pas d'avoir vu une motorisation qui aurait duré si peu que ça en Formule 1, à part là, que lorsqu'on recule là, vraiment des années où ce que les pilotes n'avaient pas de casque, mais avaient un casque de bain sur la tête plutôt. Là. C'est dans ces années-là qu'il faut retourner loin comme ça, probablement pour voir ça. Il y a eu les motorisations turbo, ces passages-là à l'air turbo, il y en a qui en avaient, il y en a qui n'en avaient pas. Il y a souvent eu cette incertitude-là, mais dans les dernières années, on ne la voit pas. On n'a pas vu ça. Donc pour nous, c'est nouveau de retourner là en 2026. Euh, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Sauf que c'est pas très bon pour le spectacle lorsqu'on voit une écurie qui tire vraiment de l'arrière ou qu'on a un moteur pas si loin que ça. Fernando Alonso qui avait dit son moteur Honda à l'époque de McLaren, c'est 2016 de mémoire, si je me rappelle bien, qui Mhm. avait dit j'ai un moteur de Formule 2. Ça, on Ah, veut pas c'était pas voir le ça. fun. Ouais, on veut pas voir Non. ça. C'est autant que tout le monde est content de voir 22 voitures sur la grille en 2026, mais les 22 voitures, on aime ça les voir compétition. On veut pas savoir que aussitôt que la course commence, on fait juste regarder le moteur que tu as à bord de la voiture, puis tu sais que tu es déjà éliminé parce que, tu as un moteur telle marque, c'est sûr que toutes ces écuries-là iront nulle part parce qu'ils ont 25 chevaux de moins que tout le monde. On a Alpine présentement qui se plaint d'avoir 15 chevaux de moins que tout le monde. C'est probablement moins que ça, là. Probablement qu'on exagère. Mais même là, il y a un écart qu'on voit lorsqu'on compare simplement sur des circuits moteurs, ben Alpine en prend toujours un coup à cause de ça. Ben, c'était le volet V10 de la semaine. Ça avance à petits pas. Disons que ça avance moins vite que ceux qui avaient sorti les grosses phrases. Le breaking news, la F1 s'en va en V10. On s'en va probablement là, mais il y a encore bien des détails à signer. Comme tu dis, garder le fait d'être à jour, ça, je le comprends des deux côtés. Des V10, on en voit de moins en moins. Là, des voitures, tu sais, Non, non. on est rendu qu'on a des Challengers puis des Chargers sur le marché qui sont électriques. Là. Fait qu'on est rendu Ouais. très, très loin des V10. Mais de l'autre côté, les modèles hybrides, on a décidé, moi, tu sais, je comprends pas encore pourquoi que la technologie hybride, il y a autant de gens qui veulent la mettre aux poubelles puis s'en aller sur le 100% électrique quand que le hybride rendait de fiers services aussi et aidait aussi à diminuer l'empreinte carbone, l'empreinte écologique. Bien, à ce moment-là, lorsqu'on regarde la F1, je comprends que le V10 est peut-être pas d'actualité dans l'industrie de l'automobile, mais l'hybride ne semble pas l'être non plus. Ben, je vais être franc, les technologies avancent tellement rapidement maintenant. Puis, tu sais, ça a toujours. On est des gens. Moi, je suis né en 82, donc j'ai vu. La technologie a tellement évolué depuis ma naissance par rapport peut-être aux décennies avant, mais en termes d'automobile,
Tu sais, je me rappelle quand c'est arrivé les hybrides, et là, on parle à l'électrique, et j'ai entendu des gens qui sont dans le domaine de l'électricité qui me disent que si on passait à 100, on ne pourrait jamais passer à 100% électrique parce on n'a pas l'infrastructure pour absorber ça. Et j'ai comme l'impression que cette tendance à la pleine électrique va peut-être être une tendance éphémère dans le temps. Je pense pas que ça va durer énormément longtemps. Puis l'hybride semble être vraiment l'équilibre d'ici à ce qu'on ait des combustibles alternatifs. Je sais pas, tu sais, je suis pas ingénieur là-dedans, mais j'entends parler d'hydrogène, j'entends parler d'autres choses. Donc, moi, j'aimerais ça un jour qu'il y ait des moteurs justement qui puissent carburer à des énergies, on va dire des carburants propres, pas des combustibles fossiles, mais qui ne soient pas non plus nécessairement électriques parce que ça prend énormément d'infrastructures et je le vis moi, dans mon monde professionnel parce qu'il y a beaucoup de demandes pour des bornes électriques dans les immeubles que j'ai à gérer. Puis j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, ça va peut-être s'essouffler, ça. Mais comme il disait Jonathan Whitley, quand Audi est arrivé et a voulu faire le son à F1, c'est pour être justement à jour avec les technologies qu'il y a dans le monde de l'automobile autour de nous en ce moment. Puis on ne sait pas ce qui va arriver là, dans 5 ans, dans 10 ans par rapport à ça. Non, exactement. Je suis bien d'accord avec toi qu'il y en a qui semblent, ça semble tout décider dans leur tête que ça va être 100% électrique, puis c'est ça l'avenir, mais l'avenir nous réserve des surprises. Euh, non seulement nous, on est chanceux au Québec, Ouais, on a d'électricité propre en certaines mesures. C'est oui, sûr que ça prend c'est des vrai. gros barrages, puis ça prend beaucoup d'eau, puis ça prend toutes ces choses-là. Puis faut déranger un peu l'écosystème pour construire ces fameux barrages-là. Tu sais, même nous, on Mhm. va en manquer, là. Donc, Éventuellement, ben, tu sais, quand il y a les gros grands froids d'hiver, là, des fois, on nous dit, bon, ben économisez oui. ci, économisez ça. Mais là, à cette heure, t'as des centaines de milliers d'autos qui ont besoin de cette charge-là pour avancer. Qu'est-ce qui arrive si on leur dit, non, vous ne pouvez pas recharger vos voitures? Ben, ces gens-là vont grogner, là. Ben, c'est arrivé, c'est arrivé durant l'hiver. Tu sais, on a de plus en plus, oui, on parle du réchauffement climatique d'une certaine façon, mais on a aussi des très gros froids en hiver, puis on a eu plusieurs semaines de froid. Donc, ça affecte à ce moment-là l'autonomie de ces voitures-là. Donc, c'est pour ça que le hybride, en tout cas. Fait que c'est Ouais. peut-être quelque chose qui va revenir de l'avant, comme tu dis. Les carburants synthétiques s'en viennent, les carburants réutilisables, les carburants qui n'ont pas de carbone à l'intérieur. Donc, lorsqu'on les brûle, ben, il y en a pas, il n'y a pas d'empreinte carbone. Donc, Mhm. pour moi, ça règle énormément de problèmes. Puis, on le dit, le volet hybride en F1 va bien, on le développe bien. On réussit à faire des courses complètes à plein régime, avec beaucoup de performance, sur des petits moteurs, sur des réservoirs d'essence contrôlés. Donc, on réussit à tout faire ça. Donc, dans la vie de tous les jours, un François Goulet qui voudrait prendre une voiture hybride, se déplacer de Québec à Montréal, il le ferait en sécurité, il le ferait sans avoir à se casser la tête de recharger sa voiture, sans Mhm. avoir à se casser la tête sont où les bornes, sans avoir à se casser la tête à pas mettre son chauffage, son defrost parce qu'il fait moins 25 dehors. Donc, il y a tout ça. En tout cas, je veux pas, on vendra pas de technologie puis on règle rien ici aujourd'hui, mais on l'a souvent dit, la F1, c'est un banc d'essai pour le secteur de l'automobile. Donc oui, les deux sujets sont connexes lorsqu'on parle des nouvelles technologies ou du virage que la F1 veut prendre dans le futur. Ben, c'est normal qu'à ce moment-là, ben, les deux industries se rencontrent et il y a des discussions à avoir. C'est ce qui se produit présentement en Formule 1. L'autre sujet qui revient d'une certaine façon, ça a été les déclarations de Max Verstappen après le Grand Prix. J'ai manqué de temps la semaine dernière pour en parler. Ça a été quand même un épisode chargé, malgré qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'action au Japon, mais il y avait quand même beaucoup de choses à adresser euh, un peu partout dans le peloton. Mais Verstappen, après la course, a dit que s'il avait été dans une McLaren lors du Grand Prix du Japon, ben, on ne l'aurait pas revu de la course. En voulant dire que, en voulant dire Ouais. que les 2 secondes d'écart qui ont resté là, entre les trois premiers, ça n'aurait pas été le cas. Que lui, s'il avait été dans une de ces voitures orange papaye là, ben, ça aurait été merci, bonsoir, puis il aurait terminé un peu avant tout le monde, là. Ou un peu pas mal avant tout le monde. Il y en a qui ont trouvé ça prétentieux. Les journalistes lui ont donné une chance de se reprendre. C'est mal connaître Max Verstappen parce Oui. que tu, tu peux te douter qu'à la place de reprendre ou revenir sur ses mots, il en a juste rajouté. Il a dit, ben non, Mm. je niaisais Non, pas. Toi, c'était t'as pas une peut-être blague. pensé. Ouais, t'as peut-être pensé que je faisais de blagues, mais je faisais pas de blagues. Puis il dit, de toute façon, il dit, on en parle pour rien puisque ça arrivera pas, là. Tu sais, il va pas conduire une McLaren. Mais ce que j'ai trouvé de ça, moi, j'ai trouvé ça intéressant qu'il le fasse. La raison pourquoi, c'est que lorsque Verstappen était dans sa RB19 en 2023, qu'il Mhm. dominait, qu'il gagnait, il signait les pôles, on sait une saison historique, tout ça, c'est souvent Lando Norris
Pas Oscar Oui, Piastri. Oscar Piastri, on y en enlève. Mais c'est souvent Lando Norris qui est pourtant un de ses bons amis, mais qui ouais. a de l'arrogance aussi. Lando, il y a un peu d'hypocrisie dans sa façon de faire aussi, qui aimait souvent mentionner que s'il était dans la Red Bull, bah, il serait probablement champion du monde, il serait probablement en pole, il aurait probablement gagné bien des courses. C'était la même chose pour George Russell aussi. George Russell aimait, plus souvent qu'autrement, mentionner aux journalistes que c'était simplement une question de qui a la chance d'être assis dans cette voiture-là et le titre va venir tout seul. Là. Tu sais, je trouvais que je me suis souvent offusqué de ces commentaires-là parce que je trouvais qu'ils allaient à l'envers de leur métier, à l'envers de la profession de pilote de Formule 1, de pilote automobile, de pilote de course. Alors, on sait, c'est ce qu'on entend souvent chez les partisans qui sont peut-être un peu moins, un peu néophytes, qui connaissent moins le sport, qui pensent que la voiture va tout faire tout seul, peu importe qui Ah, qu'on va mettre dedans. Tu pèses les bons boutons, ça s'active, puis ça fonctionne, puis tu remportes des grands prix quand c'est pas du tout le cas. C'est insultant même de penser que c'est si facile que ça. Oui, la voiture, bien sûr, est pour quelque chose. On appelle ça de la course automobile. Donc, l'automobile fait partie du sport. Ça prend une bonne voiture. On est tous d'accord de ça. Sauf que quand bien même que tu as les outils, que tu as le temps, la performance, ben, il faut que tu réussisses à mettre tous les petits morceaux ensemble. Et c'est ce que Lando Norris essaie de faire depuis la saison dernière. C'est ce qu'Oscar Piastri tente de faire aussi malgré son jeune âge. C'est ce que George Russell veut faire dans sa Mercedes qui semble une voiture qui est possible de faire des bons points avec cette Mercedes-là si c'est pas la deuxième meilleure voiture du peloton. Donc, de voir Max Verstappen retourner là-dessus, lancer une petite pointe en voulant dire, sans aller de façon, là, il va discrètement, là, mais en gros, moi, ce que je comprends là-dedans, c'est, hey, tu pensais que c'était facile, moi, quand j'avais ma RB19, qu'est-ce que tu fais, toi? Comment ça, tu gagnes pas toutes les courses? Si j'avais eu ton auto, moi, là, tu m'aurais pas revu, là. T'aurais gagné la course. Là. Comment ça, tu gagnes pas? Tu sais, c'était un peu ça. Je sais pas de ton côté, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Si tu as été offusqué ou tu trouves que c'est de bonne guerre, mais que c'était un peu de la rancune là, de la part de Verstappen. Il veut remettre sa monnaie de sa pièce à ceux qui semblaient un peu vouloir le discréditer alors qu'il gagnait dans une voiture rapide. Là. Ben oui, c'est de bonne guerre. Justement, j'ai bien ri quand j'ai vu la journaliste à Sky Sports lui poser la question. Il avait l'air un peu genre, tu sais, son regard était très, sais pas comment le décrire, là, mais il était très sérieux, là. Non, non, Ouais. c'était pas du tout une blague ce que je vous disais. C'était sérieux. Puis c'est bon de revirer la situation parce qu'on voit que Verstappen, là, il a vraiment donné une performance extraordinaire à Suzuka. On sait à quel point la voiture est difficile à piloter. Tu sais, la McLaren est réputée être une voiture plus stable, bien sûr. Donc, oui, probablement que Verstappen dans la McLaren aurait eu plus de facilité à se créer une avance. Et il y avait la même chose à l'époque de la Mercedes quand Lewis Hamilton dominait. Ah, c'est sûr, il y a la meilleure voiture. Oui, mais il, il y a quand même eu Rosberg qui l'a battu et probablement que d'autres pilotes dans la Mercedes auraient donné beaucoup, beaucoup de fil à retordre à Lewis Hamilton. On lui enlève rien, c'est un pilote extraordinaire, mais la voiture amène quelque chose. Mais c'est sûr que Lewis Hamilton, il a fait la différence. C'est pas n'importe quel pilote non plus dans la Mercedes qui va gagner. On le voit dans la Red Bull que c'est pas n'importe qui est capable de la conduire Mhm. et qu'un pilote, justement, comme en fin de semaine passée, a fait toute la différence. Donc, quand les gens disent, ouais, mais mets-moi dans ta voiture, je vais gagner. Peut-être, mais si vous êtes capable d'en donner, soyez donc capable d'en prendre. Ouais, exactement. Exactement. Puis, je l'ai vu que ça l'a agacé Lando Norris parce que au bout de la ligne, il est pas cave, là. Il Ouais, comprend d'où ça revient. Il ben oui. comprend il est en train de mâcher ses mots, dans le fond. Puis George Russell a la même réaction lorsqu'il a la voiture, tu sais, comme la saison, pas la saison, mais le dernier Grand Prix la semaine dernière. Moi, j'ai l'impression que George Russell a laissé des points sous la table à cause de sa qualification, à cause de son erreur dans le secteur 1, a terminé derrière Charles Leclerc dans une Ferrari parce que rendu le dimanche, c'était impossible de dépasser, pratiquement impossible de dépasser. Donc à ce Mhm. moment-là, ce qui a pas fait, le travail qu'il n'a pas fait le samedi a fait qu'il a laissé des points. Il mentionnait qu'en Chine, il avait la deuxième meilleure voiture du peloton. J'ai tendance à croire que c'était encore le cas au Japon. Sauf qu'il a quand même terminé cinquième. Encore là, c'est un long championnat. C'est beaucoup de manches. On n'est plus dans les championnats courts de 16 Grands Prix. Là. On est rendu à 24. Il faut livrer la marchandise. Oui, on a des chances de se reprendre, sauf qu'il y a des points importants en début de saison, surtout si on s'attend à un championnat paritaire, un championnat qui va se déterminer lors des dernières courses. Ben, ce que tu as fait au début de la saison, des fois, ça peut sembler loin, puis on ne dira pas nécessairement, on ne reviendra pas dire ah ouais, mais je me rappelle que
au troisième Grand Prix, tu aurais pu partir deuxième. On n'ira pas Mm. jusque-là. Sauf que là, on est dans le présent. On est capable de le dire que en ce moment, il faut être capable de saisir ces opportunités-là qui se présentent en début de saison parce que les autres vont nous rattraper. Il y a d'autres écuries qui ont du temps en soufflerie. Ça a changé au 1er janvier. Et ça, ces équipes-là vont commencer à l'utiliser. Donc, on l'avait vu la saison dernière, c'est au mois de mai. C'était au Grand Prix de Miami. Ça en vient très prochainement, le Grand Prix de Mhm. Miami. C'est pas très loin. C'est là que ça avait été un point tournant de la saison, parce que McLaren avait réussi à utiliser son temps de soufflerie qu'on avait déjà depuis quelques temps en avantage sur les autres, développer développer une formule qui fonctionne, et après ça, donner une méchante bonne bagarre jusqu'à la fin de la saison aux prétendants au titre. Donc, ça pourrait faire la même chose. Donc, McLaren, on essaie de sauver, d'accumuler le plus de points possible avant que les autres nous rattrapent. Du côté de Mercedes, bon, on devrait prendre ce qui passe. On a probablement la deuxième voiture du peloton, donc on veut mettre des points en banque. Antonelli fait le travail. Russell aussi, là, rien à dire. C'est pas un Grand Prix qui fait tout. Sauf que ça a été une opportunité ratée. Et encore là, ça montre que tu as beau avoir la voiture qui te permet d'être à un certain endroit. Le chrono dans l'ordinateur a beau être à un temps où ce que tu dis, ah, c'est compétitif, sauf que tu dois livrer la marchandise et ça revient au pilote. Alonso lui en a rajouté un petit peu aussi, là. Il a mentionné que ce que Verstappen fait, ça lui rappelle des souvenirs dans sa Ferrari lorsqu'il disputait le titre à Sébastien Vettel. Il dit, j'avais la troisième ou quatrième voiture, notre voiture n'était pas nécessairement rapide. Je pense pas que les gens réalisent à quel point il faut être bon et à quel point il faut être dominant week-end après week-end pour être capable de soutirer des points alors que tu n'as pas la meilleure voiture. Il dit, c'est ce que Verstappen fait présentement et il le fait très bien. Donc Des Alonso, belles là, fleurs. qui est... Pardon, oui, c'est des belles fleurs d'Alonso. Il y en a d'autres, tu sais, ça me fait drôle de citer son nom, là, parce que Johnny Herbert, la crédibilité n'est pas très haute, là. Mais Johnny Herbert mentionnait que, ah ouais, mais c'est parce qu'Alonso dit ça parce qu'il en veut à Hamilton, me semble. Ça n'a aucun rapport avec Non, Lewis OK, je sais Hamilton. pas d'où ça vient du tout, là. Ah, C'est- ça, c'est John. je pense qu'Alonso est tout simplement très réaliste dans ses propos. Oui. Tu sais, Verstappen, on l'aime ou on l'aime pas, mais là, il est en train de démontrer vraiment tout l'étendue de son talent dans une voiture un peu inférieure. C'est rare qu'on voit ça un peu plus à l'époque où on vit, Mhm. parce que les pilotes, il y a plus de pilotes, je pense, qui sont au niveau les uns les autres dans la F1 moderne que celle qu'on avait, exemple, il y a même 10 ans, 20 ans, 30 ans, où des fois un pilote qui était dans une boîte à savon pouvait quand même faire une méga différence. Là, à cette heure, les voitures sont plus proches les unes les autres, mais on voit que Verstappen, clairement, que la voie, peu importe le type de véhicule dans lequel il est, le comportement que ce véhicule-là il a, Verstappen est capable d'aller chercher ça, tandis que les autres pilotes, des fois, ah, OK, cette voiture-là, ben, c'est moins dans mon style, je suis pas habitué, j'ai de la misère à m'adapter. Verstappen s'adapte à n'importe quoi. Oui, oui, ça doit pas. Tu sais, il y a toujours le fait que, ah, ben, la voiture est faite pour lui. La voiture est. Ah, ça, je crois pas à ça. Non. Il a gagné. Tu sais, moi, j'aime souvent redonner l'exemple de dire sa première victoire, c'est en 2016. C'est la première fois qu'il s'assit dans la Red Bull. Elle n'était pas faite pour lui, là. Non, c'est ça, là. Tu sais, on sait qu'il y a eu des circonstances, mais n'empêche, s'il n'y avait pas eu la victoire, il aurait probablement fini troisième, là, si les Mercedes n'étaient pas sortis, mais il a quand même gagné la course. C'est que, puis ça, en parle, les journalistes en parlent souvent, c'est que Verstappen est capable de composer avec les lacunes des autos et on va dire, patcher, si on veut, excusez-moi l'expression, Non, là, mais mais je pense que c'est, ouais, c'est ça. C'est la bonne il sait expression. combler les vides de ça Mhm. par son talent extraordinaire, là. Tu sais, si j'y lance plein de fleurs en ce moment, les gens vont dire, ah, il aime donc bien, lui, non, c'est pas nécessairement ça, mais je dois reconnaître les faits. Verstappen est en train de montrer un niveau de pilotage dont ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Non, ça longtemps. On le savait, mais c'est juste qu'il continue de prouver des choses. Puis, comme je l'ai dit, Mhm. 2016, la voiture n'était pas faite pour lui. Il s'est assis dedans la première fois, puis il a gagné. Donc, Mm. pour, pour l'argument que ah, ça prend absolument une voiture, c'est juste que lorsque tu es dans une écurie pendant tellement longtemps que tu participes beaucoup au développement de la voiture, ça a été, cette information-là a été donnée par plusieurs personnes différentes qui sont à l'intérieur de chez Red Bull, dont Adrian Newey, qui n'avait pas nécessairement besoin de le dire en sortant de là, qui a toujours pris le temps de donner beaucoup de crédit de développement de la voiture à Max Verstappen. Pierre Vacher fait la même chose. Frédéric Vallée, collaborateur au F1 Podcast, qui m'avait mentionné la même chose aussi, comme quoi que c'est ce qui l'avait surpris le plus, à quel point que Verstappen est capable de participer au développement de la voiture et de dire ses commentaires. Il est aussi un fou de la simulation, donc il fait énormément de travail de Mhm. simulation. Il donne pas ça à sous-traitance avec d'autres pilotes qui font sa simulation. Il fait ses propres choses lui-même. Donc à ce moment-là, c'est sûr que ta marque, ta touche
va commencer à se revoir dans la voiture, dans l'ADN du développement de l'auto, puisque tu y participes à part entière. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que la voiture va commencer à te ressembler. Mhm. Ça se fait Ouais, organiquement. il y a une très bonne méthode de travail, Max Oui, Verstappen. exactement. C'est ça. Donc, fait que ça, c'est pour ce qui est le volet actualité pour cette semaine, François. On peut tout de suite se lancer sur ce qu'on a pu vivre dans la journée de vendredi aux séances d'essai libre du Grand Prix de Bahreïn sur le circuit de Sakhir. Normalement, François, on prononce le nom de Bahreïn au début d'une saison de Formule 1. On était Mhm. rendu habitué à ça depuis déjà quelques saisons. Maintenant, la F1 a décidé de brasser les cartes dues à la fête du Ramadan. On a décidé d'aller faire notre tour du côté arabe dans la portion du calendrier, mais de faire ça un peu plus tard. Donc, on a Bahreïn cette semaine et on a Arabie Saoudite le week-end prochain. Circuit de Bahreïn, un circuit que j'adore particulièrement. Ce sera aussi la première occasion cette saison de voir les monoplaces 2025 sous les réflecteurs. Et pour avoir écouté les deux premières séances de libre, elles sont magnifiques. Les couleurs prennent tout un autre sens et les casques des pilotes aussi. Donc, c'est pour ça que j'aime vraiment ça, voir ça. Et surtout, les formes des voitures, l'aérodynamisme des monoplaces ressort encore mieux avec ces fameuses lumières LED-là, positionnées tout au long du circuit en plein désert. Le tracé, ben, parlons-en, c'est un tracé de 5,412 km qui compose 14 virages. On peut atteindre une vitesse de 333,4 km à l'heure. Trois zones DRS. On aura 57 tours dimanche. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le resurfaçage qui a été dans pas mal tous nos épisodes depuis le début de la saison à Ouais, cause de la Chine, le Japon, mais il n'y en a pas de problème à Bahreïn. ouais. Ça n'a jamais été resurfacé. Donc, on est encore sur la bonne vieille asphalte qui pourrait ressembler un peu à notre bonne vieille asphalte ici, aux alentours de Montréal, Québec, les environs. Mais eux, je pense que le désert est une meilleure façon de préserver parce que ça semble encore très beau pour un circuit qui n'a pas été resurfacé depuis plus de 15 ans. Bahreïn, de ton côté, je sais que tu n'as pas la chance de courir, de compétitionner sur ce circuit-là, mais c'est un circuit qui est en F1 depuis déjà un certain temps et tu l'apprécies beaucoup, hein, à moins que je ne me trompe, François. Oui, je l'apprécie beaucoup parce qu'historiquement, il y a toujours eu de bonnes batailles. Surtout que l'on arrive d'un Grand Prix qui a été soporifique un peu. Ben, on est habitué à Suzuka à avoir un peu plus d'action, mais je pense justement le resurfaçage et le fait que les pneus ne sont pas très dégradés a créé ça. Donc, je ne crois pas que ce soit le circuit de Suzuka nécessairement qui est le seul problème avec la dernière course, mais Bahreïn nous a donné à travers le temps beaucoup de bonnes bagarres. C'est un circuit sur lequel on peut dépasser. Non, je ne le pratique pas dans mes simulations. Je pourrais si je le voulais parce que j'ai quand même le jeu de Formule 1 sur mon PC. Je n'ai juste pas pris le temps encore de m'y plonger. Je ne fais que décrire les courses. Je n'ai pas encore eu le temps de me mouiller. Cela dit, Bahreïn, comme tu dis, très beau sous les réflecteurs. C'est l'effet un peu Singapour de 2008 qui a été l'instigateur de faire des grands prix là, de soir, de nuit, qui a donné cette idée-là de récidiver. Et j'aime beaucoup certains virages, le virage 10, là, qui est vraiment en descente, où les gens bloquent souvent leurs pneus. On a vu Alonso dépasser Hamilton dans sa nouvelle Aston Martin là, au moment où elle était performante. Et il avait dit c'est une voiture extrêmement plaisante à conduire à ce moment-là. Donc, il y a toujours des belles places à Bahreïn et des belles bagarres. Donc, oui, j'apprécie particulièrement ce circuit-là. Le Grand Prix le moins intéressant qu'on a eu là, je pense que c'est celui de l'année dernière, que ça m'avait surpris, premier de la saison. On avait aussi changé la réglementation des DRS là, qu'on donne après le premier tour. Moi, je suis pas un fan de cette idée-là, ça avait fait un train DRS. Mais pour le reste, dans l'ensemble, normalement, tu te dis, c'est un endroit où ce que on peut défendre une position, mais on peut Mhm, aussi attaquer pour en prendre une. J'ai échangé avec toi au cours de la semaine, on parlait justement de ce circuit-là, mhm. puis je te disais, ce que j'aime de Bahreïn, c'est que tu sais, en tant que pilote, tu es mieux placé que n'importe qui. Jean-Christophe irait dans le même sens. Vous avez vos petits trucs de comment faire des dépassements. Tu sais, Mhm. on les révélera pas au grand public, François, là, parce que tu as quand Non, même je des. préfère garder ça secret. Exactement. Je sais qu'il y a des gens de ton écurie qui nous écoutent, mais il y a aussi des compétiteurs qui nous écoutent là, dans tes compétitions. Donc, on va pas donner des secrets, mais je sais que il y a des pilotes, prenons pour exemple, on va prendre Daniel Ricciardo. Il est plus en F1, il est plus là. C'est un gars qui aimait beaucoup prolonger son freinage, Mhm. attaquer ses adversaires dans la zone, dans les zones de freinage. Eh bien, si tu veux faire ça à Bahreïn,
c'est disponible. Il y a des endroits où tu peux faire ça. Si tu veux dépasser quelqu'un sur le DRS, qui est des dépassements que les gens aiment moins, mais c'est aussi une réalité, il faut le faire, ben, il y en a 3 zones DRS. Donc, il y a moyen de faire ça. Si tu veux dépasser quelqu'un dans des virages rapides, ben, à certains endroits, tu pourrais tenter, essayer de le faire. Si tu es téméraire, bien sûr, à l'endroit, on peut penser justement aux échanges entre Verstappen et Leclerc en 2022, où il y avait eu énormément de bagarres entre les deux tout au long 2000, oui, c'était 2022. Donc, Mhm. il y a plusieurs façons de trouver son change, là, d'arriver à un endroit puis de dire, hey, moi, selon mes caractéristiques de conduite, c'est là que je veux faire mon dépassement. Donc, ça, encore là, c'est toute une bonne recette pour avoir un bon spectacle. Bahreïn nous donne ça. Il y a aussi le fait, tu le mentionnais, l'enchaînement 9-10. Et on pourrait quasiment dire que c'est pas très orthodoxe comme enchaînement, c'est un peu spécial, c'est bossu aussi, même si on a Mhm. amélioré cette bosse-là avec le temps. Mais est-ce que c'est la zone de freinage la plus complexe dans le calendrier de Formule 1 présentement? Selon moi, quand moi je joue et je suis loin d'être un professionnel, là, loin d'être dans les mêmes ligues que toi, mais je veux dire, moi je trouve que c'est un des endroits qui est le plus dur à gérer ton point de freinage parce que comme dans toutes les courses, plus que la voiture évolue, plus qu'il fait chaud, tes pneus, ton adhérence, tout ça, le point de freinage va changer à certains moments. Tu ne pourras pas freiner toujours à le même endroit. Sauf que je trouve que le 9-10, ça varie d'un tour à l'autre, là. Dépendamment de l'adhérence que tu as, la vitesse que tu arrives, c'est à tous les fois, tu le dis, c'est très dur de ne pas bloquer une roue parce que d'un tour à l'autre, c'est jamais pareil le 9-10, comment tu peux le prendre. Ben, ils appellent ça ils qualifient ça un virage en devers, là. En anglais, on dit off-camber. Donc, on voit souvent justement les pilotes allumer le pneu. Quand tu parles dans le calendrier F1, si c'est le virage le plus compliqué, probablement, je le mettrais un peu à égalité que celui à Bakou, qui est, je me rappelle pas du numéro du virage à Bakou, là, quand je fais la description, on le sait, là, mais là, je l'ai pas en tête, puis j'ai pas le Dans la tracé du vieille circuit. portion, dans la nouvelle, tu sais, la Ben, vieille portion de la ville. c'est dans le fond, c'est vers la fin du tour, là, lorsque les pilotes sont sur une grande ligne, une grande portion rapide, ils font un petit kick à droite avant de freiner en descendant pour aller à gauche. On a vu Ah beaucoup de oui, pilotes percuter la barrière ouais. là-bas. Ben moi, je le Donc, fais. Je savais pas que tu regardais mes courses à moi, mais oui, moi, je le fais. Si tu mords un peu trop sur le vibreur à gauche, là, mhm. parce que t'as tendance à vouloir le faire, ben le vibreur à gauche t'envoie directement dans le mur. Ben, Ça, c'en je, est je l'ai un, ça. appris. C'en est Ouais. un virage qui est compliqué. Si on faisait un peu l'analyse de tous les circuits, on en trouverait quelques-uns, mais oui, clairement, le virage 10, là, ben, l'enchaînement 9-10, là, surtout qu'il y a une courbe, hein, fait que si on doit freiner un peu en tournant, c'est toujours un peu ardu. Mais comme je C'est te dis, dur moi, de je se l'ai jamais reprendre. fait. C'est ça, je l'ai jamais fait Ouais. Bahreïn. Fait que je peux pas dire si je suis bon ou pas bon dans cet enchaînement-là. Mais c'est toujours, tu sais, c'est un pensée-y bien parce qu'un pilote qui allume ses pneus va pouvoir faire un méplat et en souffrir longuement là, pour le restant de son parcours. Ben, c'est sûr, parce que tu arrives au secteur 3 après ça, tu as besoin de tes pneus. Donc, à ce moment-là, si tu les as bousillés, ce virage-là, t'as besoin d'avoir fait un bon premier, deuxième secteur parce que sinon, tu es vraiment dans le trouble, là, Mhm. rendu à cet endroit-là. Excuse-moi. Oui, à part de ça, pour le week-end, bien, il y a des améliorations qui ont été apportées. C'est encore assez timide, hein, du côté des écuries. On continue de récolter des données. Ça veut dire que les voitures qu'on a livrées en début de la saison étaient prêtes. Parce que normalement, on voit beaucoup d'améliorations en début de saison. C'est comme oui, des mises à jour, mais c'est comme quelque chose on voulait l'avoir en début de saison, mais c'était pas prêt à temps, donc on l'avait pas. Donc là, normalement, on serait à un stade où on verrait des choses arriver. Mais là, présentement, il y a seulement Ferrari qui apporte une amélioration concrète. Le reste, c'est simplement spécifique pour le circuit. Ferrari a mis à jour son plancher. On dit que ça va grossir la fenêtre d'exploitation de la voiture. On trouve que présentement, on a des problèmes. Est-ce que c'est le fait que ce qu'on avait créé à l'usine était pour mettre la voiture basse? Et là, on s'est rendu compte que si on y va comme ça avec ces réglages-là, ben oui, on peut avoir des disqualifications. Là, au Japon, on avait peur de descendre la voiture trop basse, on la mettait plus haute. Donc, est-ce que le plancher nous apporte une géométrie qui nous permet justement que si à certains endroits, on peut pas faire ce qu'on faisait en simulateur, de descendre notre voiture près du sol, ben, que le plancher soit quand même efficace, qu'on ne vient pas diminuer la performance du plancher. Donc, c'est dans ce
optique-là que du côté de Ferrari, on a apporté cette amélioration-là pour le Grand Prix de Bahreïn. Pour les autres, si vous apercevez des différences là, pour ceux qui sont très vigilants avec les yeux, là, qui sont capables de très observateurs de voir les changements sur les monoplaces, bien McLaren a changé son entrée d'air pour ses freins, simplement pour résister au circuit de Bahreïn. Des fois, on peut avoir beaucoup de chaleur à certains. Les nuits peuvent être chaudes, même les journées peuvent être chaudes. Donc, on a modifié ça. On a modifié pour être sûr que on continue d'avoir un bon écoulement d'air à l'intérieur de ces conduits-là pour refroidir les freins. Donc, c'est ce qu'on a fait du côté de McLaren. Du côté de Red Bull, ben, c'est des changements spécifiques au circuit. Donc, on a modifié des choses qui vont nous permettre de mieux exploiter les caractéristiques de Bahreïn. Et du côté de Haas, eh bien, c'est la même chose, là, toujours spécifique au circuit. Du côté de Ferrari, on a aussi modifié quelque peu l'aileron arrière. Donc, ça risque de voir là, si on est capable de tirer des avantages ça ou d'aller chercher une certaine stabilité à comparer du début de saison parce que c'est pas l'idéal pour l'instant là, dans le clan de la Scuderia. Pirelli, pour le week-end, emmène les gommes les plus tendres qu'on a Mhm. vues sur le circuit de Bahreïn. Ça peut être un certain facteur. Soyez pas surpris de voir les écuries se diriger vers la gomme la plus dure pour être capable de faire un bon train au cours du week-end. J'ai quand même vu des écuries faire des tests avec les gommes tendres sur les programmes de simulation de course. J'ai plus l'impression qu'on a fait ça en gomme tendre, puis on va faire des calculs après pour arriver sur les gommes, mais j'ai l'impression qu'on a fait ça pour ménager les médiums et les gommes. Probablement, oui. Ouais, pour s'en garder pour le week-end, parce que j'ai l'impression, on sait qu'on va en avoir besoin plusieurs. Donc, je serais bien surpris de voir des pilotes aller avec la gomme la plus molle. Déjà que la médium est l'équivalent à la gomme tendre qu'on avait l'année dernière sur le circuit à Bahreïn. Donc, c'est ça le plus gros changement. Donc, ça pourrait jouer là-dessus. On est aussi un mois plus tard que la dernière fois qu'on est allé là. La dernière fois qu'on est allé là en saison régulière, bien sûr, parce qu'on était là à la pré-saison. Ça, c'est l'autre point que je veux amener avec toi à discuter de ça. La pré-saison a eu lieu à Bahreïn. Mhm. Donc, ce que tu fais comme moi, puis normalement, tu es un peu plus sévère sur les performances des écuries, puisqu'on a quand même eu des répétitions là-bas. C'est sûr que la saison dernière, on avait la chance de pratiquer là et de retourner là quelques semaines plus tard. Là, ça n'a pas été le cas. On est allé ailleurs depuis et on revient. Sauf qu'on a appris à comprendre nos voitures. On a appris à savoir c'est quoi nos lacunes, c'est quoi nos côtés forts. Et là, on se présente sur le même circuit qu'on a fait nos essais de pré-saison. On a déjà quelques données. On va essayer de bâtir là-dessus. Si jamais une écurie se plantait complètement sur le circuit en fin de semaine, est-ce que tu serais plus sévère envers eux à cause qu'on avait déjà beaucoup de données de la voiture 2025 pour être capable de justement extirper la bonne performance de la voiture et trouver justement la bonne fenêtre de performance? Ben, de facto, oui, parce Hum. que j'aurais une certaine incompréhension à cet égard-là, parce c'est là qu'ils ont récolté le maximum de données, vu que les essais se font là. Donc, je ne comprendrais pas pourquoi une écurie arriverait là et se planterait, là, en bon québécois, là. J'ai fait Mhm. des petits guillemets avec mes doigts. C'est sûr que la période de l'année n'est pas pareille. Ça se peut que la dégradation des pneus, justement, soit pas pareille. On parlait de surface tout à l'heure. Là, il y a le type de gomme aussi. Mais en résumé, je crois que je crois pas qu'il y a d'écurie justement qui va se planter. Puis je serais, oui, sévère avec eux parce que je ne comprendrais pas pourquoi, avec les données qu'ils ont récoltées dans les derniers mois, à cet endroit-là, ils ne seraient pas en mesure de pouvoir performer, là. Au moins, du moins, avoir quelque chose de décent à présenter. Ouais, parce que normalement, on n'a pas autant de répétitions pour mettre notre voiture à point pour un Grand Prix. Normalement, t'as Non, c'est pas, ça, là. c'est ça, t'as C'est pas comme un peu 3 jours. gratuit, là, ce qu'ils ont eu là-bas, là. C'est un Oui, bonus. oui, exactement. Donc, autant qu'au Japon, en Chine plutôt, on avait seulement une séance d'essai libre parce que c'était un week-end sprint. Là, on a quand même 3 séances en début de week-end. Puis ça, c'est vient se rajouter à toutes les données qu'on avait accumulées lors des 3 jours d'essai. Bien sûr, les 3 jours d'essai avaient été un peu, disons que, on dirait qu'à tous les jours, on trouvait une façon d'innover, de déranger un peu le travail et l'horaire. Là, on a eu un autobus qui est allé faire un tour sur le circuit qui avait gêné un autobus de touristes en espérant que ça n'arrivera pas au cours du week-end. Mhm. On avait eu aussi une vitre qui avait éclaté dans la ligne des pluies. Ensuite, il y a eu de la pluie dans le désert. Donc c'est sûr que ça n'a pas été des séances de pratique de pré-saison faciles, sauf qu'on a quand même des données, ce qu'on n'aura pas nulle part ailleurs dans la saison. Il n'y a aucun autre moment dans la saison où ce qu'on va arriver, où ce qu'on a déjà des données de notre voiture 2025 sur ce circuit-là. Donc, situation particulière. Et oui,
Tout comme toi, moi, normalement, je suis plus sévère avec les équipes, justement à cause de ça, là. J'espère que on est capable de, justement, si une écurie serait complètement dans le néant tout le long du week-end à pas comprendre quoi faire, ça peut arriver, sauf que disons que c'est pas une bonne nouvelle pour ce qui s'en vient pour le reste de la saison. Parlant justement de ce qui s'est produit aujourd'hui, lorsqu'on regarde les temps, eh bien, les McLaren étaient très dominantes, comme on avait vu dans les séances justement hivernales, dans les journées de test. McLaren qui n'a jamais remporté la victoire sur le circuit de Bahreïn. Donc à ce moment-là, on dit que c'est probablement le circuit qui rencontre le moins les forces des voitures orange papaye. Ça vient de la bouche même d'Andrea Stella, directeur de l'écurie. Il dit que hey, on pense que ça va mieux réagir en Arabie Saoudite et les autres circuits à venir que Bahreïn. Bahreïn, on a encore des points d'interrogation. Point d'interrogation, c'est qu'au cours des dernières saisons, c'est les pneus, la gestion des pneus qui cause problème. Red Bull, normalement, s'en sort bien là parce que c'était un de nos avantages, sauf que ça a changé cette donne-là, là. Maintenant, si on demande qui a la voiture qui est la plus économe sur les gommes, économe sur les pneus, j'irais du côté de McLaren. Donc, ça va dans le même sens que si tu es capable de bien gérer tes pneus. En plus, McLaren a du succès dans la gomme dure. Donc, normalement, ça devrait être une bonne recette pour avoir du succès à Bahreïn au cours du week-end, puisque les pneus vont être un facteur parce que c'est un circuit qui a toujours été très abrasif. Donc, à ce moment-là, oui, on a beaucoup d'adhérence. On est capable d'aller chercher, de coller sur l'asphalte, sauf que on laisse beaucoup de gomme coller Mhm. justement sur le sol. Donc, à ce moment-là, ben, nos pneus rétrécissent, nos gommes deviennent moins performantes. Donc, il faut faire attention à ça, là. Ben, c'est certain. Le resurfaçage, on l'a vu dans les autres, aide beaucoup à la longévité des gommes. Moi, je suis content de voir un circuit plus abrasif avec des gommes plus molles. J'espère que ça va être une course à. Ben, je crois que ça va être une course à deux arrêts, fort probablement. Oui. On aime ça, voir de la dégradation. En même temps, non seulement la voiture va faire une différence, mais il y a beaucoup de pilotes qui sont bons pour préserver les gommes aussi. Là, maintenant, Andrea Stella, dire que Bahreïn est un circuit qui est moins propice, disons, aux performances par rapport aux caractéristiques de la McLaren. Ça pouvait être bon les autres années, mais depuis l'année dernière, Bahreïn, je pense qu'on avait passé la course de Bahreïn quand la McLaren est devenue performante. On était rendu à Miami quand on s'en parlait. Donc, moi, là, semble-t-il que la McLaren est la plus confortable sur le circuit. De toute façon, c'est une voiture, je pense, qui se présente bien sur n'importe quel type de circuit, qu'il soit typique ou atypique. Et donc, j'ai confiance avec ce que je vois là. J'ai confiance en les deux pilotes, Lando Norris et Oscar Piastri, qu'ils vont pouvoir probablement faire un doublé là, en fin de semaine. Ils sont à une demi-seconde de leur plus proche poursuivant lors de la deuxième séance de Céline, Mhm, qui est la plus représentative. Je le dis souvent, je leur explique pourquoi c'est la plus mhm. représentative, puisqu'elle se passe au même moment de la journée qu'aura lieu les qualifications et approximativement le même moment qu'aura lieu la course. Et c'est deux fois plus vrai sur un circuit comme Bahreïn, puisque faisait tellement chaud dans le désert au cours de la journée. La première séance a lieu au soleil, au jour, et la deuxième, ben, on attend que le soleil se couche et on y va sous les réflecteurs. Donc, à ce moment-là, ça vient changer la température, ça vient changer le vent, Mhm. tout ça. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de tirer des conclusions ou de se donner une idée sur ce que ça va avoir l'air dans la journée de samedi. Fait Piastri a été... intéressant, attends un petit Oui, peu, un petit fait vas-y. intéressant que j'ai entendu, apparemment que l'asphalte est plus vieille que Bortoleto et Antonelli là-bas. Ça se peut. Je serais pas prête, mais ça pourrait être quelque chose à vérifier, mais ça Ouais, se... hein? parce que tu as parlé d'une quinzaine d'années tantôt, mais j'ai entendu ça là, entre les branches en fin de semaine, que Oui. oui, l'asphalte là-bas serait plus âgé que Antonelli. Probablement certain. Bortoleto, je connais pas son âge, mais je pense qu'il n'est pas très vieux non plus. Non, il est pas très vieux, il est très proche. Donc, c'est ça. Adjar. C'est ça. euh, Adjar est un peu plus âgé, fait que je pense que là, c'est comme égal un peu, mais oui. Fait regardez ça, chers auditeurs. On va peut-être avoir le temps de regarder ça, nous autres, là, avant que vous ouais. entendiez ça, mais c'est ce que je prononce. Vérifier la date de naissance de la Ouais. surface versus les autres, versus les nouveaux pilotes en F1.
Donc oui, Piastri a été le plus rapide devant Norris. Piastri qui a beaucoup de momentum, continue d'améliorer les points qu'il devait améliorer comme une bonne recrue. Oh, il n'est plus une recrue, mais comme un pilote qui fait sa place en F1. Maintenant, c'est plus un facteur, là. Les qualifications ont fait quelques erreurs en début de saison, mais il a quand même été présent sur ses tours. Aussi l'usure des pneus, contrôle mieux, meilleure gestion des pneumatiques. Donc Piastri là, a surveillé au cours du week-end encore une fois. Premier devant Norris, il a signé un temps de 1:30,505. Pour te donner une idée, qu'on a encore énormément de puissance en réserve. Carlos Sainz, à bord de sa Williams, lors des essais pré-saison, avait fait 1:29,348, mon cher François. Oula. 1:29,348. Et aujourd'hui, en essai libre, on fait 1:30,505, donc plus d'une seconde plus lent. Donc, je peux vous dire qu'il y a encore énormément de performances à débloquer qu'on nous a cachées aujourd'hui. Donc, Piastri a eu le meilleur temps, Norris deuxième. George Russell, la Mercedes, qui semble encore une fois la deuxième voiture du plateau à une demi-seconde des McLaren. 0,527 de différence. Charles Leclerc à bord de sa Ferrari, ça tourne aux mêmes choses, une demi-seconde de différence. Kimi Antonelli qui est encore là, jamais très loin de son coéquipier. C'est ce qu'on veut. Lorsqu'on débute en F1, on peut pas demander mieux que ce que Antonelli fait. Quand même à 7 dixièmes de la pole. Ensuite, Isaac Hadjar qui porte le numéro 6, mais se tient souvent aux alentours de là aussi. Hein. 6, 7, 8, autant dans les essais libres que dans les qualifications. C'est tout un début de saison de Isaac Hadjar pour un gars qui n'a pas disputé tous les grands prix depuis le début de la saison. Lui, il en manque un quand même, mais il fait très bien. Et la caractéristique qu'on lui donne, c'est pas rien lorsque tu commences en Formule 1, c'est il est très rapide. Normalement, c'est ce qu'on veut entendre lorsqu'on est Ouais. un coureur automobile. Ben, je dois lancer des fleurs à Isaac Hadjar en ce moment parce que je trouve qu'il rebondit de façon extraordinaire depuis justement le Grand Prix d'Australie parce qu'on s'entend qu'il y a eu une belle déconfiture là-bas et disons que c'était précurseur de performance dans le même ordre, là. Isaac Hadjar, je l'avais dit moi en début de saison. Puis c'était pas une opinion, c'était plus un fait. Il était de facto dans ce banc-là, un peu par défaut, parce que on va dire le bassin de pilote Red Bull éligible et potentiellement bon pour aller dans les écuries en ce moment, lui rendait un peu ce service-là, mais il démontre en ce moment que c'est un pilote extrêmement capable, extrêmement rapide. Et là, tu sais, on parlait l'autre fois de Arvid Lindblad. On cherchait le nom, là, il y a quelques Oh, semaines, oui, toi oui, et moi. Bon, Lindblad en Kevin en a F2. encore parlé, c'est ça, le long nous a roulé sa langue lorsqu'on s'en est parlé, nous, il y a peut-être un mois de ça, mais on en aura parlé depuis. Donc, Lindblad semble être le pilote qui monte dans les échelons Red Bull, mais là, tu sais, ce que je parlais de Hadjar en début de saison, moi, je me dis, Hadjar est là, s'il ne performe pas, il ne restera pas longtemps, mais Hadjar est en train de montrer qu'il a bel et bien sa place en F1. Puis là, ben, si Lindblad cogne à la porte, puis que finalement Lawson ne performe pas au niveau d'Adjar, bon, on sait tout de suite c'est quelle chaise musicale qui va se jouer entre les pilotes Red Bull. Donc, je voulais juste lever mon chapeau à Isaac Adjar pour ce qu'il démontre en ce moment, parce que il était quoi? On dit cinquième, sixième, c'est ça? Dans les Sixième, essais. sixième dans les C'est essais. ça, sixième. Donc, euh, extraordinaire de sa part, sérieusement, à surveiller Adjar cette saison. Dans les motorisations, on a avoué du côté de Racing Bulls que, bien sûr, on met le moteur un peu plus élevé, donc on a besoin de vérifier les performances moteurs où on veut voir les temps. Donc, c'est sûr que on s'attend pas nécessairement de voir Hadjar être sixième, quoi qu'il est pas si loin de là depuis les dernières séances de qualification. Mais c'est une Mhm. belle performance en soi. Et puis, il est encore tôt pour le dire, mais il a nettement dépassé Liam Lawson déjà dans la hiérarchie des pilotes. Il est Oui, déjà un... ben, il fait C'est du ça. top 10 là, en ce moment, là, puis c'est comme je dis, là, il montre vraiment du beau comportement, de la belle maturité devant l'adversité, les problèmes de ceinture de sécurité à Suzuka en qualif, il a surmonté ça. Donc, oui, sérieusement, Adjar démontre de belles choses. T'es toujours heureux lorsque tu es un pilote Racing Bulls de positionner ta voiture devant une Red Bull ou Oui, même devant les deux Red Bull ou devant un quadruple champion du monde, Max Verstappen. C'est sûr que ça veut dire ce que ça veut dire lors des séances ouais. d'essai libre. Max, c'était sa première aussi. Il n'a pas fait la première séance. Ça, c'est, je trouve, il y a quelque chose qui a changé, là. Beaucoup de pilotes, beaucoup d'écuries qui ont décidé, dès le début de la saison, de se libérer de ça, là, cette fameuse Mhm. obligation-là de mettre un jeune pilote lors des séances d'essai libre. On a eu Verstappen déjà au Bahreïn, on a décidé de faire ça, donner sa place à Iwasa.
c'est sûr que du côté de Red Bull, on va se dire, ben, plus de pilotes qui sont confortables à piloter ces voitures-là, ça va nous aider parce que pour l'instant, on n'en a qu'un dans toute la famille Mhm. qui est capable de piloter la Red Bull. Donc, on essaie de donner l'opportunité à d'autres. Il y a d'autres pilotes aussi qui ont passé leur tour. Fait que c'est sûr que Verstappen part un peu, pas de reculons, mais avait du rattrapage à faire lors de cette séance-là. A ramassé quand même beaucoup d'informations. Certains moments semblaient en contrôle, sa voiture semblait stable. D'autres moments a eu des problèmes de frein, mentionné que la Red Bull ne freinait pas nécessairement comme qu'il voulait. Donc, ça sera surveillé lors de la troisième séance, puisqu'il en a une de moins que tout le monde. Donc, il commence à bâtir un peu ce momentum-là. Du côté d'Hamilton, eh bien, huitième pour lui. Un autre qui fait bien depuis qu'il est arrivé en F1, même en remplacement au début de sa carrière. Oliver Burman, neuvième sur son temps avec sa voiture Haas aujourd'hui. Carlos Sainz, dixième, avait eu une bonne pré-saison là-bas. On vient de le dire, avait réalisé le meilleur temps. Ce temps-là aussi n'a pas été battu aujourd'hui. Donc, Carlos Sainz, beaucoup de confiance à Bahreïn. Il espère être capable on peut dire, débuter sa saison. Parce que ça n'a pas été catastrophique, mais il est loin d'Albon depuis le début de l'année. Donc, il espère que d'arriver en terre connue, l'endroit où il a bien fait avec sa Williams déjà, de bâtir sur ce momentum-là, cette confiance-là, et être capable de vraiment donner un départ à sa saison du côté de Saints. Est-ce que ça t'inquiète depuis le début de l'année, toi, où tu sais, on parle souvent, là, ça prend le chiffre magique, faut laisser 5 grands prix. Mais est-ce que tu t'attendais à un meilleur départ de Saints ou tu sais à quel point ça peut être compliqué partir d'une Ferrari pour une voiture qui est complètement différente ou c'est une voiture je vais pas dire de fond de peloton, mais c'est pas une Ferrari. Donc c'est sûr que le ballon, il y a plein de choses à vérifier. Et le moteur Mercedes aussi, Carlos Sainz, est-ce que Carlos Sainz l'avait connu oui, il l'a connu chez McLaren. Donc ce moteur-là, mais il y avait quand même des nouvelles choses à apprivoiser là, dans sa nouvelle écurie. Ben oui, ben je suis un peu inquiet, oui, pour Carlos Sainz parce que même dans les essais de pré-saison, on voyait que la voiture avait du potentiel avec son pilote, tu sais, que c'était lui aussi qui l'extirpait. Donc, je m'attendais à mieux de lui. Moi, ce que j'ai peur aussi pour Carlos Sainz, c'est qu'il perde de la valeur en tant que pilote avec son passage dans l'écurie Williams. Parce que un pilote qui sous-performe, exemple, quand Daniel Ricciardo a parti de Red Bull et est allé, mettons, vers Renault McLaren, ces affaires-là, il a perdu énormément de valeur parce que il ne ferait pas de performance. Valtteri Bottas n'a pas vraiment perdu de valeur chez Stake Sauber parce qu'on savait que la voiture était tellement exécrable que c'était pas vraiment de sa faute. Donc là, moi, ce que j'ai peur, c'est que Carlos Sainz, justement, perde la valeur en tant que pilote et ne soit plus en mesure peut-être de se trouver un volant décent si la Williams ne lui offre pas la performance qu'il attend là, avec on va dire, cette entreprise-là qu'il a fait là, avec l'équipe. Donc, oui, ça m'inquiète un peu. Je veux le voir rebondir parce que Carlos Sainz, c'est un pilote qu'on aime. C'est un pilote honnête, propre, rapide. C'est quelqu'un que je veux voir sur la grille pendant longtemps. Donc, je suis un peu inquiet. Puis le 5 courses, moi, personnellement, c'est un chiffre tel que tel. Là. Moi, je me dis qu'un pilote comme Carlos Sainz devrait arriver dans la Williams et de au moins performer tout le temps au niveau de son coéquipier au minimum. Là. Ouais, il devrait être plus près d'Albon, ça c'est sûr. Ouais. Je pense que celui qui paraît le mieux dans tout ça pour l'instant, c'est Alex Albon. À son grand bonheur, j'imagine. C'est ça, parce qu'on ne l'avait pas vu. Bien sûr, aux côtés de Verstappen chez Red Bull, il n'avait pas pu se faire justice comme personne Non. a été capable. Puis après ça, ben, Logan Sargent, tu sais, Franco Colapinto, ben, on avait vu, Colapinto, à un moment donné, mettait un peu de pression sur Albon. Après ça, il y a eu les accidents, la perte de confiance, toutes ces choses-là. Mais de vraiment voir Albon se mesurer à quelqu'un qui a déjà remporté des épreuves comme Carlos Sainz, et à ce moment-là, ex-pilote favori, pour l'instant, il paraît très bien. Comme tu dis, la valeur à Saints, si on était à la bourse, même si c'est un sujet délicat, la bourse, là, ces temps-ci, mais on Oui. va dire que la valeur de Saints est en baisse, mais la valeur d'Albon est aussi en hausse, là. Donc, c'est un double facteur à ce moment-là, là. Du côté d'Albon, ben, lui, il est derrière Saints. Pour une des premières fois que je nomme son nom derrière Carlos Sainz depuis le début de ce partenariat-là. Lawson, 12e, Bortoletto, 13e, Dewin, 14e. 15e pour Alonso. Alonso a retenu l'attention, n'avait pas fait la première séance de ses libres. C'est Drogovic qui Ben était oui, là. Philippe. Felipe qui était là, qui dit qu'il est bien heureux chez Aston Martin, mais a eu des communications avec Cadillac F1, j'espère. J'espère que Oh, OK, Cadillac ouais. a parlé avec. Mais il dit qu'il n'est pas le seul. Il dit tout le monde, il était honnête, là, il dit tout le monde parle à Cadillac. J'en ai eu, moi aussi, Cadillac a Ouais, fait des c'est ça, tout le communications. monde sauf moi. Ouais. François, il parle à Cadillac aussi. Fait que c'est ça. Fait que Alonso, 15e, Ocon, 16e, 17e, Gasly, qui avait été deuxième dans la première séance de Célib. C'est quand on dit que la représentation change. Euh, Mhm.
Tsunoda, 18e, pas l'idéal de son côté. 19e, Stroll et 20e pour Hülkenberg. Alonso, j'ai dit qu'il a retenu l'attention. Là, vous allez sûrement voir ça passer sur les réseaux sociaux. À un certain moment, sa voiture était... la caméra est venue sur lui. Sa voiture était en déplacement, mais son volant était dans ses mains. Donc, il n'était plus connecté à l'auto. Puis là, Ça, il y en a c'est jamais plaisant quand ça non, arrive. ça doit pas être une bonne sensation. C'est une drôle d'image à avoir. Moi, je pense que pour ce que j'ai aperçu, par exemple, son écran s'est éteint. Il avait des problèmes, là, il perdait le contrôle, les données puis tout ça. J'ai eu l'impression qu'il a voulu l'enlever et le remettre. Puis que, comme Fernando Alonso est un professionnel, il ne reproduisait pas ça à la maison. Pas besoin d'immobiliser la voiture ou de freiner ou quoi que ce soit. Il le fait directement dans la ligne droite. Là. J'ai dit, bah, C'est déjà arrivé dans l'histoire de la F1 et dans d'autres séries que les volants se sont décrochés et que, in extremis, les pilotes ont réussi à le remettre en place, là. Même, je pense que dans le vieux temps, faudrait que je te retrouve l'anecdote, mais il y en a même qui ont déjà réussi à tourner là, le volant avec une paire de pinces, là. Tu sais, c'était à l'époque où tu ouais, avais ouais. des outils dans ton auto. Là, on va parler des. Il y avait même des. Je sais pas si tu savais ça, mais dans le vieux temps des Grands Prix, les pilotes conduisaient avec leur mécanicien à côté d'eux. Hein. Parce que les courses étaient longues, donc si l'auto brisait, il y avait leur mécanicien qui était à côté d'eux, qui prenait les mêmes risques que les pilotes si jamais il y avait un accident. Mais il y a Donc, encore chapeau à des, Alonso. ouais, il y a encore des courses de ça, justement, aux États-Unis, où il y a juste quelqu'un, c'était en Grande-Bretagne, je veux dire, que t'as juste quelqu'un assis dans une voiturette à côté qui fait juste compenser pour le Ouais, poids, pour le là. poids, ouais, Ah ouais, ouais, ouais. À ça, l'époque, il y avait vraiment un côté pratique à ça, d'avoir son mécanicien, et ça a été, mettons, banni sur certaines courses dans la saison. Là, justement, je suis là-dedans dans les podcasts historiques, puis je trouve ça super drôle là, d'entendre ça, là, qu'il y a un pilote qui était décédé et son mécanicien n'était pas dans la voiture à ce moment-là parce que ça avait été, mettons, on va dire, ben, ça avait été aboli pour cette course-là en particulier, exemple. ouais, le mécanicien devait être bien content. Oui, oui, il était à la bonne place au bon moment, ou il n'était pas à la mauvaise place au mauvais moment. Exactement. Fait que c'est ça, fait qu'en gros, il y en a bien qui disent, ah, le volant c'est défait, c'est pas l'idéal. Non, vous avez raison, c'est pas l'idéal, mais j'ai quand même eu l'impression que c'est lui qui l'a enlevé. C'est Ouais, lui qui a pris la probablement. décision de le remettre, mais c'est sûr que la FIA est allée suite Enquêter. poser des questions là-dessus, là, parce que c'est pas l'idéal lorsqu'on a une voiture comme ça, où on voudrait pas que ça arrive en pleine course, là, où justement à grande vitesse. Si tu permets, François, en terminant, là, on a pas mal conclu tout ce qui était pour les essais, ce qu'on a vu, les forces en présence, ces choses-là. Je voulais répondre à une question rapide d'un auditeur qui nous a envoyé ça aujourd'hui. On en reçoit beaucoup, puis je veux prendre le temps d'en rajouter un peu plus dans des épisodes comme on le faisait avant. C'est Éric Bolduc qui m'a écrit que depuis le début de la saison, on mentionne souvent les circuits typiques, les circuits atypiques. Je voulais savoir, c'est quoi qu'est-ce qu'on veut dire par là, un circuit qui est typique versus un atypique? Qu'est-ce que ça peut avoir comme, comme impact sur nos évaluations envers les forces en présence? Donc, en gros, ce que je voulais expliquer à Eric, c'est que oui, on a des tracés où ce que leurs caractéristiques dans une saison, tu le mentionnais, admettons, on dit Monza, Mhm. Singapour, on peut dire Bakou, Australie, on peut même dire Montréal à un certain égard aussi, que des caractéristiques différentes. C'est qu'en gros, c'est que pour ce circuit-là, les réglages que vous allez mettre sur la voiture et que vous allez être capable d'en tirer des performances, bien, ces réglages-là ne sont pas quelque chose que tu vas être capable de nécessairement réutiliser ailleurs sur le calendrier. Donc, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que si on prend l'exemple la plus facile, c'est celle de Singapour il y a quelques saisons. Si ça avait été le premier Grand Prix de la saison, Red Bull arrive là avec la RB19, la voiture est nulle part, les performances sont pas là. Max Verstappen se bat avec sa voiture, pas capable de la faire coopérer dans des virages lents. On sort de là, finalement, c'est Ferrari qui l'emporte, Carlos Sainz qui gagne. On tire des conclusions. Mettons qu'on connaît pas ça, puis on dit on tire des conclusions. Première course de l'année, ça a arrêté Singapour. On aurait dit la RB19 a de graves problèmes. On a beaucoup de choses à faire là-dessus. Ça va être une année difficile pour Red Bull. On aurait pu aller jusque-là. Sauf que on sait mieux que ça. On sait que c'est un circuit avec des caractéristiques différentes. Donc, à ce moment-là, on se dit on va attendre sur d'autres circuits. On aurait bien fait puisque la Red Bull a gagné partout ailleurs après, sauf là. Donc, c'est ce qu'on veut dire dans des caractéristiques circuits atypiques, c'est qu'on ne peut pas tirer des conclusions parce que c'est du cas par cas lorsqu'on arrive sur Mhm. des tracés comme ça. Ce qui est tout la différence sur un circuit comme Bahreïn ou Bahreïn, les caractéristiques d'usure de pneus, caractéristiques de virage lent, virage rapide, des lignes droites, on a de tout. Donc, si tu t'en sors bien à Bahreïn, tu pourrais t'en sortir très bien sur d'autres circuits, puisqu'il y a des choses que tu vois là-bas que tu vas revoir dans le calendrier.
Donc, est-ce que tu Mhm. étais d'accord avec cette explication-là, François? C'est ce qu'on veut dire lorsqu'on parle de typique atypique. Oui, ben, les caractéristiques du circuit ont ce pouvoir-là de le rendre tel quel. Même des fois, ça peut être des éléments qui ne sont pas propres au circuit aussi. Exemple, ça peut être l'environnement de la place qui font en sorte que les voitures ont besoin de réglages en particulier. Exemple, si un endroit était toujours extrêmement venteux, ça pourrait être comme ça. Là, on parle de circuit atypique. Ben, Monaco en est un. Hein, je veux Ben dire, oui, c'est ça. Il n'y a aucun égal. Je pense au Mexique aussi, parce qu'au Mexique, ils mettent les l'altitude. ailerons. C'est ça, c'est tellement Ouais, d'altitude que la densité de l'air fait en sorte que on met les ailerons braqués comme à Monaco pour avoir le même appui qu'à Monza. Puis à Monza, ben, ça n'est un circuit atypique parce qu'ils mettent les ailerons quasiment en lame de rasoir en parallèle. Il y a très peu d'appui pour avoir justement le moins de traînée possible. Donc, c'est moins d'appui en virage, mais beaucoup plus de vitesse en ligne droite. Donc, c'est un peu ça, là, le typique versus atypique. ben, Et ça peut être, imagine-toi s'il pleuvait toujours quand on va à Spa-Francorchamps. Si on sait qu'à 100% des coups, Spa-Francorchamps est une course de pluie, ben, ça deviendrait un circuit atypique en ce sens. exactement. Puis, en gros, tous les circuits sont des cas par cas. Si on Ah, ah. s'entend, il n'y a pas de circuit pareil. C'est pas comme un match de hockey où ce que partout où ce que tu vas, la patinoire va avoir les mêmes dimensions. Si on reste en Amérique, bien sûr, mais on parle de la Mhm, Ligue nationale, tous les patinoires sont pareils. En F1, sport automobile, c'est pas comme ça. On change mhm. le terrain de jeu à chaque week-end, sauf que des fois, on peut tirer des ressemblances et les ingénieurs, avec leurs expertises, leurs programmes informatiques, tout ça, on est capable de voir, de faire des règles de deux. Là, dire, ah, ben, si ça fonctionnait comme ça, je devrais bien m'en sortir là, je devrais être capable de faire ça. Comme tu dis, Monaco, c'est pas le seul circuit routier, c'est pas le seul circuit urbain, sauf que si tu prends tes données de Monaco puis tu dis, ah, je vais faire la même affaire à Bakou, ben, Ou tu à vas avoir Vegas, ouais, tu sais. ouais, tu vas avoir Ouais, une c'est ça, à méchante Bakou, ouais. surprise, là. Ah, C'est c'est ça, sûr. Ben, tu sais, c'est on ça. a parlé de circuit atypique, circuit plus typique, ben, Barcelone, Oui, Bahreïn. On parlait, voyons, j'en avais un en tête, ben, il y a 2 secondes. Silverstone, Bon, c'est les c'est ça, c'était classiques. Silverstone que je Ouais. pensais. Donc, circuit plus classique, tu sais, avec un peu de tout à l'intérieur. Ah, c'est Texas aussi, donc, tu sais, Austin. Donc, voilà, C'est ça ça. fait un peu le tour de cette question-là, je dirais. Mais merci à Eric Bolduc, c'est une bonne question parce que Oui, c'est vrai, des fois, très on essaie de pertinent. donner le plus d'explications possible, on utilise des termes, j'essaie toujours de vulgariser le sport, le démocratiser le mieux possible, faire tomber les zones grises. C'est le but premier du F1 podcast, mais quand il y a quelque chose comme ça, des fois qui sort un peu de l'ordinaire ou que peut-être que l'explication n'est pas précise, gênez-vous pas à nous écrire, ça nous fait plaisir. Puis après ça, ben, moi aussi, ça m'ouvre les yeux de dire, ah, je pourrais le ramener dans le podcast. Peut-être que si ça n'a pas été nécessairement, je dis pas que ça a été pas clair pour Eric, mais si Eric avait quand même des questions soulevées de ça, il est certainement pas le seul. Donc, c'est les autres auditeurs qui peuvent en bénéficier. Donc, merci C'est le beaucoup. fun aussi, répondre à des questions. Ben, garochez-en, comme on dit en bon Ben québécois. oui, ben Donnez-nous-en. j'en reçois encore beaucoup. Je prends le temps d'y répondre. Sauf que par contre, avant, je l'intégrais dans les podcasts. Là, on le fait plus parce qu'on est trop chargé, mais je vais essayer de le refaire le plus souvent possible. Au moins une par podcast. Ben ouais, ce serait le fun. Écoute, François, il me reste même pas une minute, puis Parfait. je veux pas t'interrompre de façon impolie. Donc, Ah, pas de je fou. veux te remercier rapidement, comme pour avoir été là encore avec moi aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Et vite, vite, une prédiction pour la pole demain. Piastri, Norris et je vais mettre Antonelli troisième. Parfait. Bon, parfait. Moi, j'y vais avec Piastri aussi pour la pole. Pour les deux autres, ben, j'ai pas le temps de vous les dire. Merci à tous. Merci à toi, Ouais, ça Martin. fait plaisir, François. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 11 avril. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le week-end de course à Bahreïn. D'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X, Twitter ainsi que Instagram, à vous abonner à nos chaînes Spotify ainsi que YouTube et activer la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.